Alors bonjour, merci à l'organisation de m'avoir invité. Alors je vais me représenter. Alain Toledano, médecin cancérologue radiothérapeute. Mon exercice principal médical, c'est l'Institut de cancérologie Hartmann, et je m'occupe d'un centre de radiothérapie qui traite 3500 nouveaux patients par an. Donc la radiothérapie, c'est une discipline très technique, où on a une centaine de personnes qui travaillent, 10 métiers différents. Alors hormis les enfants, on traite tout type de cancer dans ce centre-là. Un des faits d'armes du centre, c'est effectivement d'être le premier centre mondial de radiochirurgie. C'est de la radiothérapie qui est guidée par les robots. C'est pour montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre une vision globale et une vision technique, et promouvoir l'approche intégrative. Donc ça, c'est l'exercice. Ensuite, je m'occupe de l'Institut d'oncologie des Hauts-de-Seine Nord, où sur les Hauts-de-Seine et l'Ouest parisien, on a mutualisé certaines actions de cancérologie de l'Institut hospitalier franco-britannique, la clinique Hartmann Ambroise Paré, l'hôpital américain, la clinique Bizet, l'Alma Turin et bien d'autres, en faisant la promotion d'un centre de recherche clinique et d'une consultation de génétique. Voilà, ça c'est pour le côté médecine spécifique. Alors effectivement, le travail en médecine, c'est de s'occuper des patients. Donc, on a effectivement plusieurs cordes à notre arc, en théorie. Et le sujet qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui, c'était de parler spécifiquement. Alors j'ai la chance d'avoir eu la liberté finalement, quand le sujet, on m'a dit, parle de l'expérience que vous avez mis en place, l'Institut Raphaël. Raphaël qui est l'ange de la guérison. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'Institut Raphaël. Et l'idée, c'est de construire ensemble la démarche qui a fait qu'on a monté cet institut dont on parlera plusieurs fois dans la présentation. Alors comme le format en début d'après-midi est un peu long, n'hésitez surtout pas à interagir s'il y a des questions brûlantes. On aura effectivement un temps d'échange par la suite. Alors la construction de la présentation, elle se fait de la façon suivante. On va essayer de voir ce qu'on attend de la médecine. C'est la première question, puisqu'on va parler de médecine intégrative. Qu'est-ce qu'on attend de cette médecine ? La personnalisation de la médecine dont on parle souvent, c'est quoi ? Le système de soins actuel et ses carences, puisqu'il faut bien être en réaction, on a besoin de s'occuper tous. Et cette maison de l'après-cancer, avec la promotion de la santé intégrative, comment on l'a conçue et mis en œuvre, sur cette expérience pilote sur laquelle nous allons pouvoir échanger. Comme moi, certains peuvent faire partie de l'école de Voltaire, l'art de la médecine, distraire le malade pendant que la nature le guérit. C'est encore un peu vrai. C'est dommage que certains l'aient oublié. Donc la médecine, c'est un ensemble de connaissances scientifiques, des moyens de tous ordres, on l'oublie souvent, qui sont mis en œuvre pour la prévention, la guérison, le soulagement des maladies, des blessures et des infirmités. C'est important de savoir d'où on part et de connaître le passé, parce que le passé se reproduit très souvent. Si pendant très longtemps, la médecine, elle a été spirituelle, puis astrale, vous voyez que... Vous changer, voilà, peut-être que celui-là... Donc si la médecine a été astrale et spirituelle, on a eu plusieurs époques. Et la médecine hippocratique, elle est assez symbolique, puisque c'est encore le serment qu'on prête, c'était ma faculté, j'étais chef de clinique ici. On faisait passer les thèses sur Hippocrate, encore et encore. Elle est plutôt palliative, et je rapporte juste cette phrase bien connue, que ton aliment soit ta seule médecine. Et c'est encore le serment qu'on prête aujourd'hui. Donc c'est tout un symbole. Ça ne veut pas dire que le reste ne sert à rien. Ça ne veut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est important d'avancer. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme phénomènes marquants qui ont marqué l'inconscient collectif des soignants et des médecins? La peste noire d'abord, que tout le monde connaît puisque c'est une pandémie emblématique. Vous savez qu'elle a décimé la moitié de l'Europe en son temps. Près de 60 millions de personnes en Chine. On s'est aperçu que c'était dû à une bactérie. Donc finalement, la contagiosité, les maladies infectieuses devaient être pris en charge autrement qu'avec la médecine des astres et de l'esprit. Et on a eu besoin, pour éviter de décimer la planète, de penser la médecine différemment, avec des agents physiques et de l'infectiologie. Mais c'est pas quelque chose qui est très ancien uniquement, puisqu'on voit qu'au début du XXe siècle, la grippe espagnole, on a eu entre 40 millions et 100 millions de morts, dont 15 millions aux États-Unis. Donc on n'a pas éradiqué les maladies infectieuses. Alors j'ai une action
personnellement en Afrique, on va beaucoup en Afrique pour des raisons humanitaires, et on parle beaucoup de ces maladies infectieuses. Vous savez qu'aujourd'hui, en 24 heures, un agent pathogène peut faire le tour du monde. Alors ça impacte beaucoup sur les populations et les mentalités. On sait qu'on a des regains de populisme dès qu'il y a des infections, d'isolationnisme, de xénophobie. Il y a beaucoup de rejet de la science en ce moment, et je ne crois pas que ce soit l'utilité de rejeter la science. On a besoin de l'étoffer, de compléter, mais pas de la rejeter. L'idée, c'est que ça conditionne aussi les politiques sanitaires et sociales. Alors pour parler de ça, en 1971, Richard Nixon disait « Dans 10 ans, on aura vaincu le cancer ». Alors c'est un effet d'annonce intéressant, on n'a pas vaincu le cancer, enfin il a quand même quintuplé les budgets du NCI, développé la biologie, et c'est comme ça qu'on a réussi à passer un cap en améliorant la survie des patients qui étaient atteints de cancer. Le sida tue 1 million de gens par an dans le monde. Les hépatites virales, je crois que c'est 1,5 million. Et la tuberculose aussi, c'est 1,6 million, 1,7 million. Le cancer tue 10 millions de gens par an dans le monde, et en 2025, ce sera 19 millions. Et 70% dans les pays les plus pauvres et qui ont moins de 5% de la ressource à allouer contre la lutte contre le cancer. Pardon. Donc c'est un vrai problème de santé publique, c'est pour ça que la nécessité d'avoir une approche différente et plutôt globale. Et vous avez vu émerger ces dernières années le concept d'une médecine personnalisée. Alors c'est quoi la médecine personnalisée? On la schématise ici. Si vous avez 3 bonhommes verts qu'il faut laisser tranquilles, et un bonhomme rouge qui va être malade, quand on regarde la statistique, dans cette population, il y a 25% de risque d'être malade. Donc si vous traitez uniquement en fonction de la statistique sans avoir la capacité de sélectionner, vous allez certainement surtraiter une partie des patients. Et puis pour ne pas les surtraiter complètement, des fois, on sous-traite ceux qui ont besoin d'être traités. Toute l'idée aujourd'hui de la médecine personnalisée, c'est d'arriver à améliorer la sélection des patients. Et ça, c'est pas simple, il faut garder une certaine humilité, puisque chacun est singulier. Mais ce qui veut dire que la statistique seule n'est pas capable d'améliorer complètement notre sélection. Alors, bien avant l'ère de la génétique, les Rougon-Macquart et Zola avaient montré l'influence du milieu sur l'homme et les tares héréditaires au sein d'une famille. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de rentrer dans les gènes. Il y a 2 types de génétique. La génétique constitutionnelle ou la génétique des familles, et on représente ici Angelina Jolie puisqu'elle avait défrayé la chronique lorsqu'elle avait décidé de se faire ôter les 2 seins pour ne pas justement avoir ce cancer du sein qui lui est promis dans 70% des cas parce qu'elle est porteuse d'une mutation qu'on appelle BRCA. Ce qui donne aussi des cancers de l'ovaire, des cancers du pancréas, des mélanomes, etc. Et on a la génétique des tumeurs. Vous savez que les tumeurs, elles vont effectivement muter, et la cellule tumorale, elle ne ressemble pas forcément à sa cellule mère qui n'est pas malade. Et donc, on peut avoir une approche génétique globale, une approche génétique très scindée. Là aussi, ça a un impact sur nos systèmes de soins. Alors ensuite, rapidement, on va parler de médecine intégrative, mais savoir où on en est dans cette médecine, ce qui a motivé notre manière de réfléchir. Les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu à des malades dont ils savent moins pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. C'est-à-dire, c'est très Voltaire aujourd'hui. Et c'est important, avant, alors on aurait pu parler de l'immunothérapie, des anti-angiogéniques, des nanotechnologies, des thérapies contre les cellules souches, c'est mathématique, c'est ce que je fais au quotidien. Mais on va passer sur tout ça. Voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu l'impression 3D au début, c'était pour éradiquer la faim dans le monde. Et en 2016, on a eu le premier médicament autorisé par la FDA, qui était issu d'une fabrication de synthèse en 3D. Où en fait, on concassait des couches de poudre. Et il est beaucoup plus puissant que les antiépileptiques habituels. Alors vous produisez votre médicament sans avoir besoin de le stocker et à la dose que vous souhaitez, à cause d'une formule chimique et d'un procédé technologique intéressant avec lequel on peut fabriquer des armes ou tout un tas de choses. Donc dans toutes les grandes écoles d'ingénieurs aujourd'hui, il y a des modules impression 3D. Donc c'est la pharmacie de demain. Quand vous voyez que ce jeune homme
a des bidons d'ADN et qui fabrique des gènes à la demande. Et ces gènes, on peut les transférer dans des organismes vivants. On peut fabriquer des bactéries qui n'ont ni père ni mère. C'est ce qui s'est passé. Donc ça commence à redessiner les contours d'une bioéthique moderne. Et enfin, ici, vous voyez des cellules souches. On met sur du gel, on va apposer ces couches, et ensuite le gel va se dissoudre. C'est de la bioimpression, et on va fabriquer des organes en 3D. Quand vous savez aujourd'hui la difficulté d'obtenir des greffons dans les processus de greffe, alors c'est une grande partie de l'économie de la santé sur les greffes de reins, de cœur, etc. Ça fait partie des innovations qu'on a à mettre en avant. C'est aussi ça la médecine, et heureusement qu'on a cette médecine. L'intelligence artificielle dont tout le monde entend parler, la résolution des problèmes à forte complexité algorithmique, va nous permettre certainement d'envisager différemment notre approche patient. Tout le monde connaît le robot Watson d'IBM. C'est ce robot qui jouait au Jeopardy contre les champions du Jeopardy américain et qui les a battus à plat de couture. Parce que Watson analysait 200 millions de pages de texte par seconde. Alors on a appris la médecine à Watson et on a fait une étude entre 30 professeurs de médecine de bon niveau et Watson sur 6500 cas patients. Et Watson a amélioré les performances diagnostiques de 30% et a diminué les coûts de 30%. Alors le problème, c'est qu'il faut le paramétrer parce que les centres aux États-Unis qui travaillent avec Watson, effectivement, ont peut-être toutes les informations qui ont été publiées sur chaque cas, mais si on ne l'a pas bien paramétré, il ne va pas nous rendre ce qu'on attend de lui. Alors, on nous avait demandé de travailler. Alors, on fait comment? Nuit ou jour? En fait, ça dépend de la manière dont on conçoit son propre futur. Est-ce que vous concevez votre futur en rupture ou en continuité? Est-ce qu'on conçoit le futur s'il doit changer avec un changement immédiat ou différé? Et est-ce qu'on est plutôt ouvert ou fermé? Alors voilà les thématiques sur lesquelles on a travaillé les dernières années, la génétique, la nanomédecine, les neurosciences, les biotech, la réalité virtuelle, la robotisation, la bioinformatique, les data. Et ça c'est assez intéressant et c'est ce qui fait qu'on peut arborer une cancérologie honnête sur le plan scientifique. Malheureusement, on n'arrive pas à traiter complètement la maladie et quand il s'agit du malade, c'est une autre histoire. Alors, est-ce que le transhumanisme aujourd'hui est l'objectif de notre médecine? Vous savez que pendant longtemps, après la médecine astrale, on a été guidé par la théorie darwiniste, l'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale. C'est un peu fataliste, mais plus scientifique que les chamans, les astres, etc. Là, vous avez le chef de la pensée de chez Google, Ray Kurzweil, qui porte un mouvement transhumaniste qui prône la mort de la mort. Alors si on dit qu'on veut l'humain augmenter ou l'humain réparer, on ne va pas faire le même nombre d'adhérents. Donc ce mouvement transhumaniste, il a quand même un fondement auprès d'une certaine partie de la population, parce que la technologie est portée, et c'est tant mieux pour tout le monde, et tout un tas de problématiques éthiques se posent. Et vous voyez ici le cœur artificiel, le pancréas artificiel, le rein nanotube, la lentille de chez Google qui automatiquement va savoir le taux de glycémie dans les larmes et est connecté au pancréas qui fabrique son sucre, etc. Voilà, et donc on a tout un tas de gadgets qui vont sortir, mais qui sauvent des vies en tout cas. Donc plutôt que de voir des patients arriver à un stade tardif, être très consommateurs de soins dans des hôpitaux et avoir des souffrances pour un système coûteux, l'idéal est quand même d'intervenir en phase précoce. Donc la carte vitale d'aujourd'hui pourrait être remplacée par une carte où on a pour moins de 100 $, 100 € le séquençage de tout le génome. Et toute l'idée aujourd'hui, finalement, c'est d'être détecté rapidement de son cancer, de faire un séquençage génétique de la tumeur, de fabriquer un médicament à la demande, de déceler dans le sang de façon précoce les rechutes, et finalement que le cancer devienne une maladie infraclinique qui est guérie avant de débuter. Et ça, c'est même pas le futur, ça pourrait être. Alors après, il y a une économie à faire valoir. Alors, je vais arrêter avec mon intro, elle est trop longue. Maintenant, on va parler du reste. Qu'est-ce qui se passe en consultation quand on voit des patients?
Donc nous, on traite aujourd'hui 1000 patientes qui ont des cancers du sein chaque année. Il y en a 50 000 en France. Et on les traite, et fort heureusement, elles sont diagnostiquées souvent dans ce bassin de vie, avec le dépistage, la médicalisation à un stade précoce. Donc, près de 90% guérissent complètement. Bon, le problème, c'est que les patientes, elles viennent à la consultation plus tard en disant, écoutez, docteur, je me sens fragile, j'ai pas le moral, j'ai du mal à dormir, je suis irritable, ma vie sociale, c'est plus la même, j'ai des problèmes d'ongles, je suis fatigué, j'ai une sécheresse des muqueuses, des douleurs articulaires, des vraies bouffées de chaleur. Enfin, on peut continuer comme ça pendant 1 heure. C'est vrai que sur les consultations de surveillance aujourd'hui, vous voyez la mammographie, vous allez voir la prise de sang, vous allez examiner, vous n'avez pas non plus le temps, et de capacité, de faire beaucoup plus. Donc on se retrouve à avoir de grandes files actives de patientes traitées, qui ont plein de symptômes, plein de problèmes, qui sont évalués partiellement sur leur état de santé. Et donc ça, c'est pas satisfaisant. Alors, l'idée, c'est de pouvoir, à terme, considérer que évaluer la santé psychologique, c'est important, la santé sexuelle, c'est important, la santé sociale, la santé émotionnelle, et donc élargir le spectre et la manière avec laquelle on fait les choses. Alors ça, c'est issu du plan Santé 2022. Vous voyez ici, il y a 223 000 médecins en France. C'est notre système de santé. Près de 75 000 pharmaciens, 660 000 infirmières, 390 000 aides-soignants, 3 000 hôpitaux. Bon, voilà. Donc le système, il coûte 250 milliards d'euros pour un PIB à 2500 milliards d'euros. 11% à peu près la Sécu. Le cancer, c'est 1/3 des décès, mais c'est 10% du budget, c'est 30 milliards d'euros. Donc il est insuffisamment doté. Il y a 15 milliards de coûts directs, 15 milliards de coûts indirects. Donc c'est toujours plus cher de ne pas traiter quelqu'un que de le traiter même avec des traitements onéreux. Le problème, c'est que le système aujourd'hui ne répond pas aux attentes des patients. Il nourrit le mécontentement des professionnels de santé, il n'y a personne qui dira l'inverse, je pense. Historiquement, il est marqué par des profondes rigidités en termes d'organisation. Il y a des tensions financières croissantes. Et tout le monde connaît l'historique de la tarification à l'acte et la manière avec laquelle les hôpitaux se dépeuplent en soignants. Donc il y a des chantiers prioritaires qui ont été proposés sur la qualité des soins, l'organisation territoriale, les modalités de financement, l'implémentation du numérique, une formation bien plus présente. Et ça va dans le bon sens. Ce qu'on constate en cancérologie, et de façon un peu plus globale, si on a 400 000 personnes qui sont atteintes du cancer chaque année, ça fait un peu plus de 1000 cas par jour, il y a 3 millions de personnes en France qui ont eu un cancer, qui ressentent l'abandon, la rupture psychosociale. Alors vous pouvez leur prescrire pendant 25 ans d'antidépresseurs, c'est remboursé, mais pas une seule séance d'ostéopathe, ou de psychologue par exemple. Voilà. Il n'y a pas d'écosystème structuré pour une prise en charge globale du patient. Et un défaut d'information pour les patients, les aidants, les professionnels. Il faut souvent jouer de réseau pour arriver à se faire son propre parcours. Donc le cancer, c'est une prise en charge du patient qui est aujourd'hui centrée sur la maladie. Des patients qui doivent s'auto-construire leur propre parcours. On ne parle pas des financements, qui peuvent être un peu complexes, même souvent. Et des recherches médicales qui sont en silo. Donc ce qu'on a tous acté, il n'y a rien de nouveau, c'est qu'il y avait besoin de repenser ce système. Que dit la littérature ? Pas la peine d'aller citer 1000 papiers, mais simplement pour dire que c'est bien connu, et c'est bien connu depuis une trentaine d'années. Dans les phases qui suivent le cancer, alors on a une phase aiguë, une phase de transition, du traitement au retour à la normale, c'est quoi la normale ? Une phase extensive, une phase chronique, une phase permanente quand on se sent libéré. Les 5 premières années, quand vous regardez ces symptômes tardifs, les problèmes, le stress de rechute, la rupture, le lymphœdème, l'engourdissement, l'endormissement, le futur incertain, etc., la dépression, on a 70% des patientes qui présentent plus de 6 symptômes après 3 ans. Donc on sait bien qu'aujourd'hui, notre système ne répond pas aux besoins parce qu'il est centré sur la maladie. Et c'est pour cela qu'on a créé l'Institut Raphaël. Alors
L'Institut Raphaël, c'est un bâtiment que vous voyez ici, c'est un projet avant d'être un bâtiment, qui fait 2000 mètres carrés, où vont cohabiter, ou cohabitent déjà, des acteurs médicaux, cancérologues, spécialistes et paramédicaux. Alors on a beaucoup de disciplines, on en parlera tout à l'heure. Psycho, sophro, sexo-acupuncteur, ayurveda, dramathérapie, musicothérapie. On peut en parler pendant longtemps. Et ce qui va être intéressant, c'est de rentrer dans le sujet. Donc les locaux et l'intérieur. Alors le parcours personnalisé commence par un accueil. On vectorise tout l'accompagnement par de la santé numérique, un programme santé numérique où l'espace santé numérique de patients va recueillir les informations, la donnée biométrique, les comptes rendus des soignants, etc. On a une cuisine où on va faire des ateliers cuisine. On a un programme nutrition santé, nutrition plaisir, le goût des aliments, le goût de la vie, le goût des autres. Et le patient et les accompagnants. Tous les soins sont offerts aux patients, c'est gratuit. On ne paye pas. Donc on a bien sûr des diététiciennes, naturopathes, micronutrition, voilà, c'est assez varié. Un atelier d'expression artistique, un centre d'onco-esthétique, des salles de classe, un amphithéâtre. Voilà. Et en fait, l'idée c'est de fabriquer des parcours personnalisés pour chaque patient, on en a parlé, de le rendre accessible. Et il y aura forcément plus de demandes que d'offres. Et l'idée c'est de récupérer ces données. Parce que nos copains cardiologues ont montré qu'en faisant du sport, en mangeant correctement, on diminue le risque d'infarctus. Et donc heureusement qu'on rembourse, pour les gens qui ont eu des infarctus, la réhabilitation cardiovasculaire. Et en cancérologie, vous n'avez pas encore fait ces démonstrations, même si ça paraît intuitif. C'est pour cela qu'il est important de recueillir des données pour objectiver la manière dont les choses se passent. Alors, pour prendre exemple, on est à 3 mois d'ouverture, on a fait 697 patients soins en janvier, 697 évaluations rigoureuses. Donc tout le monde s'est mis à évaluer ce qu'il fait, la naturopathe, l'atelier d'écriture, l'art-thérapie. Alors les évaluations ne sont pas les mêmes, c'est une culture, il faut apprendre à travailler avec les autres, il y a des réunions de concertation pluriprofessionnelles où on discute des patients et pas forcément de la maladie. Donc c'est une culture qu'on s'est fixée. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'en moyenne, il faut 23 secondes pour couper la parole à un patient. Les études le montrent. Et que le corps médical passe moins d'1 minute par jour avec les familles dans un hôpital. Donc évidemment, plus de 70% des patients recourent à des médecines qu'ils appellent alternatives, qui devraient être complémentaires et qui devraient être intégrées. Et d'où la nécessité de la médecine intégrative. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il a à faire, c'est le patient qui est au centre. Et on crée une chaîne. Et l'idée, c'est d'arriver à créer un parcours adapté pour chaque patient. Donc on a imaginé le pilier soins, avec l'accueil et parcours d'accompagnement, le pilier recherche, puisque tout est évalué, il y a un centre de recherche dédié dans l'Institut, et pour la sensibilisation et la diffusion, le côté formation. C'est-à-dire que chaque soignant va s'inscrire dans un programme recherche, soins, enseignement. Alors, il se forme lui, il forme les autres, et dans ce centre de formation, bien sûr, il y a la formation médicale, les paramédicaux, on va former 300 patients partenaires par an, les aidants, et maintenant les cadres d'entreprise, il y a des demandes qui arrivent. Voilà, donc on est en train de structurer cela. Bien sûr qu'on peut être fort à l'échelle individuelle, dans son cabinet, mais pour protéger les patients aujourd'hui, une organisation avec un collectif, une cohérence dans le discours, est peut-être plus adaptée sur des pathologies chroniques, et souvent un peu difficiles à traverser pour des patients et leurs familles. Donc la performance collective, elle est certainement supérieure à la somme des performances individuelles. C'est ce qui nous a animés dans la manière d'avoir conçu l'Institut Raphaël, qui n'est finalement qu'un projet pilote, qu'on espère être d'intérêt général, et qui pourrait permettre, comme d'autres projets qui sont très intéressants sur le territoire, de transformer notre vision pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Donc d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Alors nos coordinatrices de parcours, qui ont des horizons divers, infirmières ou autres, elles ont une approche en consultation pour formuler avec les patients leurs objectifs.
il n'y a pas un seul patient, quand elle demande est-ce que vous êtes triste, qui dit non ou qui hésite à parler. Elles prennent du temps, et c'est ça, je crois, la richesse, c'est donner du temps. Et le temps, c'est la qualité. Et donc, on formule les objectifs, on travaille sur les santé, les différentes échelles de la santé, affective, sexuelle, psychologique, sociale, émotionnelle. Et l'idée, c'est ensuite d'avoir le retour d'expérience. Donc, elles sont orientées vers le patient, vers les soignants, pour apprendre à les connaître, savoir générer des complémentarités, etc., et les médecins. Donc, c'est un métier à part qui est en train de germer, et qu'elles sont quatre pour l'instant d'apprendre toutes. Et en fait, chaque patient, il va avoir un parcours où on va travailler sur la nutrition, sur les émotions et sur l'activité physique et le bien-être. Alors, il y a quelques disciplines qui sont représentées ici, il y en a d'autres, ça arrive, c'est assez extraordinaire ce qui se passe, parce qu'on a énormément de nouvelles disciplines qui sont en train d'intégrer le centre. Alors, je parle ici, la psychologie, il y a beaucoup de... on a 6 psychologues, il y en a qui font des tests sur psychotrauma, font de l'EMDR, du tapping, enfin tout un tas de techniques plutôt sympas. La sophrologie, alors elle souligne la diversité des patients, c'est pas forcément ceux qui rentrent dans leur cabinet. Et puis elles prennent peut-être un peu plus le temps, qu'elles vont pas faire 3-4 exercices, vont tourner autour d'un exercice. Il y a de l'initiation à la sophrologie pour ceux qui n'auraient pas poussé la porte de leur cabinet. Et puis il n'y a pas le problème financier, alors l'idée c'est que ça a un coût, il va falloir qu'on en parlera. On sait modéliser, et l'impact que ça peut avoir sur le système, on pourra avoir une réflexion médico-économique. La musicothérapie avec le yoga musical, la méditation sonore, voilà. Et la danse-thérapie, le yoga fait un carton, je vous dis, je ne sais plus où les mettre, je les montre. La danse-thérapie, il y a plusieurs approches, les arts-thérapies. Alors je me refuse à le résumer parce qu'à chaque fois elles sont pas contentes quand je synthétise leur discipline. Voilà, le neurofeedback pour les troubles du sommeil, ça marche très bien, la fatigue, etc. La méditation, la bibliothérapie, les groupes de parole, l'atelier cuisine, nutrition. Alors, en activité physique aussi, il y a des ergothérapeutes qui travaillent avec des kinés, qui travaillent avec des ostéopathes, avec des éducateurs médico-sportifs. Et on structure l'aval aussi, parce que du coup, il y a pas mal de gens qui se remettent à faire soit de la course, soit de l'aviron, soit de retourner dans des clubs de sport par la suite. Et puis on a tout le côté onco-esthétique. Voilà. Bon, alors. L'idée aussi, c'est de dire qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller voir les psychologues parce qu'ils ont des arrière-pensées ou des a priori sur cette discipline, qui est une très belle discipline, la psychologie. Et on va commencer à modéliser, ça c'est un des projets qu'on est en train de mettre en place, la consultation par symptômes. Parce qu'aujourd'hui, en médecine, on recueille les symptômes font des syndromes, et puis ensuite on fait un diagnostic. Mais ce qui embête le patient souvent, c'est le symptôme. Donc, bien sûr qu'il faut s'occuper de la maladie de fond, mais quand une dame a des bouffées de chaleur, c'est important d'essayer de trouver des solutions quand on a mal aux articulations, quand on est fatigué, quand on a du mal à dormir. Alors on avait dit, un partenariat avec la Société française des homéopathes et Boiron. Et donc moi qui ne sais pas prescrire l'homéopathie, par exemple, j'adresse très facilement à ces médecins homéopathes qui font des évaluations, qui passent du temps en consultation. Et Jean-Lionel Vago, j'entends connaître Jean-Lionel, un type sympa en plus. Voilà. Et voilà, donc l'idée c'est effectivement de travailler sur les symptômes plutôt que par l'étiquette, parce que quand on dit à un patient qui a des troubles digestifs, allez voir l'ostéopathe, il va dire mais j'ai pas de problème aux os. Je dis aux ostéopathes, moi je vais voir, je fais vous marquez mal votre offre, vous avez... Parce que c'est vrai que ça s'appelle ostéopathe. Tu peux travailler sur les nausées si tu veux, mais ça s'appelle ostéopathe. Et les gens, ils ne sont pas censés savoir, forcément. Donc, il y a différentes portes d'entrée, à mon avis. Ensuite, il y a pas mal de disciplines qui mériteraient de travailler en complémentarité sur certains problèmes. Alors, il y a eu un inceste qui a été décelé en art-thérapie. C'est ouvert, la patiente était sensible, langage non-verbal, etc. Et on a travaillé avec la psychologue, avec la danse-thérapeute, avec réhabilitation corporelle. Donc il y a des vraies histoires qui s'écrivent au quotidien. On passe complètement à côté sur des consultations médicales courtes qui ne sont pas du tout faites pour ça. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce que votre travail, c'est juste de voir le scanner, la biologie et de laisser les gens dans la difficulté, ou est-ce qu'en tournant autour d'eux,
on devrait arriver à améliorer leur bien-être, leur qualité de vie, et finalement, en prévention, diminuer probablement tout un tas d'autres problématiques dont on sait tous qu'ils surviendraient. Alors ensuite, j'y connais rien en médecine chimique, je le dis, mais le concept d'une médecine de l'invisible ne me déplaît pas. De ne pas attendre qu'il y ait des tumeurs de 40 cm, c'est aussi un peu notre travail. Alors c'est vrai que la démarche scientifique, elle ne doit pas être non plus capturée que par l'essai de phase 3 randomisé. Mais il faut quand même des balises. Alors démarche en science, ça a toujours été d'observer d'abord, ensuite de formuler des hypothèses, ensuite de faire des expérimentations, et au final de tirer des conclusions. Donc il faut beaucoup d'expertise, d'encadrement, de travail de coordination, prospectif et une approche un peu fine. Mais on a tout à fait la place pour travailler sur les énergies, etc., condition que ce soit fait de façon structurée et pour nous d'être évalué. C'est le maître mot. C'est-à-dire on n'est pas là pour inventer quoi que ce soit. Quand quelqu'un vient porter un projet, il doit le porter dans une équipe et de façon évaluée. Et puis souvent, ça se passe très bien. Et on sait maintenant l'impact de la santé environnementale, et de plus en plus d'études qui nous disent que 40% des cancers sont évitables. Alors pourquoi ils sont évitables? 2 diapos simples. D'abord le tabac, c'est un exemple qu'il faut promouvoir, c'est plus de 300 milliards de dollars sur la population américaine, le coût du tabac. Avec 40 millions de fumeurs, et sur 8000 composants chimiques, vous avez 70 agents carcinogènes. Donc moi j'ai plein de gens qui mangent bio, mais qui fument comme des pompiers. Et ils sont énervés si tu leur as pas dit d'arrêter dessus. Alors on sait qu'il y a des mesures, si vous augmentez de plus de 10% le prix du tabac, ça diminue de 6% la consommation. Mais fumer, globalement, fait perdre une décade, c'est responsable de 30% des cancers, alors que c'est 20% des patients qui ont des cancers. 30% des décès par cancer, pardon. Donc le tabac, c'est un vrai problème, et pour lutter contre le tabac, il va falloir qu'on soit meilleur, car on voit que les 2/3 souhaitent arrêter, mais finalement, il y a 7% qui arrivent. Donc heureusement qu'il y a des substituts nicotiniques, etc. On est insuffisamment organisé sur le tabac, ça c'est clair et net. Donc il va falloir qu'on progresse là-dessus. Ensuite, l'alcool. Alors l'alcool, dans les 30 derniers jours, 50% de la population de plus de 12 ans a consommé de l'alcool. L'imprégnation régulière, c'est 25%, l'alcool extérieur, 6%. C'est quand même intéressant parce que ça pourrait, si c'était mieux régulé, diminuer aussi le taux de cancer. L'obésité. L'obésité, ça coûte très cher, regardez, 150 milliards. Toujours aux États-Unis, où on a une vraie épidémiologie analytique fine. L'excès de graisse, c'est 8% des cancers, c'est la 2e cause après le tabac. Voilà. Et puis, bien sûr, l'alimentation, l'activité physique. Le manque d'activité physique, on sait que ça génère des cancers. Et en prévention secondaire, le simple fait de faire du sport, de travailler les muscles, ça diminue les risques de rechute. En plus du bien-être, en plus du risque cardiovasculaire que ça diminue. Alors on a installé un laboratoire d'analyse médicale qui devrait ouvrir incessamment sous peu dans l'Institut Raphaël, où on travaille avec Biogroup, qui est un acteur français qui a 500 laboratoires en France, et dont certains se sont spécialisés dans le microbiote. Voilà, alors beaucoup sont plus sachants que moi sur cette thématique. Mais c'est vrai qu'on a quelques études scientifiques qui commencent à sortir, par exemple, sur la cancérisation des polypes intestinaux, qui est différente en fonction du profil microbiote. Et donc, on a une littérature scientifique qui commence à foisonner. Alors, il faut être capable, effectivement, de l'intégrer. Il y a tout un département en communication thérapeutique. Alors, pour schématiser, plutôt que de dire à quelqu'un « n'ayez pas peur », soyez rassurés. Ça ne va pas être long. Ça va être court, parce que le cerveau n'entend pas très bien la négation. Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez bien? Donc c'est suggestif. Donc il y a des soignants qui aiment ça et qui travaillent sur la communication thérapeutique. Ensuite, on a créé un cercle de réflexion émotionnelle. Alors on va voir les outils qu'on utilise. Mais l'exemple type, c'est la différence qu'on fait entre les émotions et les sentiments. Ça, on en parle au cercle de réflexion émotionnelle. Les émotions, c'est un état
C'est une réaction neurophysiologique aiguë, ça dure quelques minutes. Elles ne sont pas positives ou négatives. Elles peuvent être ressenties comme positives ou négatives. Mais le sentiment, c'est un état affectif un peu plus chronique. Il peut être fait d'émotions paradoxales. Et quand on exprime quelque chose, une émotion qui sort d'un sentiment qui est bien ancré, ça peut l'ancrer dans la durée, ça dure quelques années. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire du traitement de sentiments par la gestion émotionnelle. Parce que nos patients, ils ont un sentiment d'insécurité. Donc souvent, ils vous font répéter, ils regardent la mammo, ils s'agitent sur des prises de sang, ils demandent des examens complémentaires. Et en fait, le problème de fond, c'est le traitement du sentiment d'insécurité. Et on ne traite pas par des IRM un sentiment d'insécurité. Alors, les raisonnements, oui, il y a plusieurs façons de raisonner. Alors, le raisonnement déductif et inductif, c'est important pour passer à la thématique de recherche sur laquelle je vais me prendre du temps juste après. Donc il y a plusieurs façons de raisonner, encore une fois. Le raisonnement déductif, c'est de partir d'une idée générale pour en tirer une conséquence particulière. Donc par exemple, lorsqu'on fait disparaître le cancer, on guérit. Mais si on veut discuter ce raisonnement déductif, on part de cette idée générale et on regarde si le fait particulier y entre. Est-ce que le patient se sent-il guéri malgré l'absence de cancer? Pas forcément. Donc le raisonnement déductif a ses limites, comme tous les raisonnements d'ailleurs. L'absurde également. Le raisonnement inductif est un peu différent, c'est-à-dire qu'on part des faits particuliers pour tirer une loi générale. Exemple, je me suis senti écouté, pris en charge, ma santé est meilleure. Et si on veut discuter ce raisonnement, on part de la pertinence de l'extension des faits. Donc certains patients en meilleure santé ont des maladies qui progressent malgré tout. Donc, on ne peut pas concevoir la santé sans la gestion de la maladie, on ne peut pas concevoir l'approche maladie comme étant l'approche santé. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que beaucoup d'études et de recherches sont faites sur la recherche quantitative. Mais certains sujets méritent d'avoir une approche d'évaluation qualitative. Et en fait, l'approche qualitative va nécessiter un raisonnement inductif. On n'a pas d'a priori, c'est une idée souvent méconnue, il y a une influence socio-culturelle de l'histoire. Et on ne va pas répondre à la question combien. On est sur une autre thématique. Alors que l'approche quantitative, on est sur des sujets bien connus, on enlève le socio-culturel, on va faire de la mesure, du combien, et on part d'un raisonnement déductif, c'est-à-dire qu'il y a une grande masse, et il va falloir que le fait particulier y entre. Donc en médecine personnalisée aujourd'hui, on va avoir besoin d'intégrer des approches qualitatives, mais avec une vraie structuration d'une recherche méthodique, plutôt que d'être dans la recherche quantitative, des grands essais de phase 3, de médicaments, qui sont aussi très importants en cancérologie. C'est que 90% des stimuli qui nous impactent dans la journée sont traités par l'inconscient. Donc quand vous parlez aux gens et vous leur demandez le déclaratif, ça a ses limites. Donc si on sort tous le soir de table et on dit aux gens est-ce que vous avez bien mangé, tout le monde va vous dire oui, parce que socialement c'est difficile de dire le contraire. Mais par contre, si on a compris qu'ils n'ont pas bien mangé, on leur demande pourquoi, là on va avoir l'information. Donc on a des caméras qui détectent les mouvements des muscles de la face, qui stockent les émotions et les quantifient. Donc on a des recherches qui se mettent en place, avec tout l'encadrement nécessaire pour les faire, sur la perception des émotions. Donc il y a tout un travail sur les émotions. Et on a effectivement des enseignants-chercheurs de l'école Paris School Business, où il y a 4000 étudiants à Paris. Et les enseignants-chercheurs qui travaillent sur l'expérience client travaillent sur l'expérience patient. Donc le marketing sensoriel, le marketing olfactif, etc., la perception de la relation. Vous avez ici quelques sujets qui sont mis en avant sur les stratégies d'accompagnement des patients, la valorisation des compétences, mieux comprendre les besoins du patient, etc. Donc c'est bien, c'est très intéressant d'avoir des enseignants-chercheurs en expérience patient, des outils numériques pour quantifier les émotions, et toute une réflexion éthique, puisqu'on a un espace éthique et cancer, donc le cercle, l'expérience patient et l'espace éthique et cancer. On travaille avec des patients, des philosophes, des anthropologues, on se réunit régulièrement. Donc, par les patients ont demandé
le mois dernier a travaillé sur considération, sur les marques de considération et de la reconnaissance, il y avait quand même pas mal à dire. On traite des sujets scientifiques aussi comme la recherche clinique. Vous savez qu'aujourd'hui, en immunothérapie dans le monde, il y a énormément de molécules, il n'y a pas assez de patients pour rentrer dans les études. Et 4 mois de retard à l'inclusion dans les essais thérapeutiques en immunothérapie, vous savez combien ça coûte? 4 mois de retard à l'inclusion, 800 millions de dollars. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste qu'il n'est pas tout le temps là où il faut. Maintenant, on a besoin de l'immunothérapie en tant que cancérologue. Je le dis et je l'affirme. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient des modèles pour changer les choses. Alors, la relation médecin-patient anime tous les corps soignants. D'ailleurs, on ne devrait pas l'appeler médecin-patient. Il existe plusieurs modèles. Un modèle paternaliste que tout le monde connaît, autocratique, celui qui sait, celui qui ne sait pas, docteur, de quoi vous allez m'opérer? On a passé trop de temps, vous verrez ça avec ma secrétaire. Ensuite, vous avez un modèle à l'anglo-saxonne, informatif. Vous avez 30% de chances de faire une métastase, 10% de chances d'être en vie à 5 ans. Donc on auto-ménonise le patient, on lui donne, on fait un peu Google, on lui donne tout le savoir et débrouille-toi. Et peut-être qu'un modèle entre les deux, interprétatif, avec une décision partagée, on laisse le temps au patient, on discute, on oriente. C'est peut-être une autre façon de faire, parce qu'on sait bien que chaque patient passe, durant sa maladie, par plusieurs stades. Le déni, d'abord, la révolte, l'acceptation, la résignation, et qu'on ne va pas avoir la même manière de le prendre en charge en fonction de ces différentes phases. Alors on travaillait avec nos psychologues, et là, la dernière réunion, c'était les mécanismes de défense des soignants. Alors ça a bien pris, mais c'est intéressant parce que quand on connaît bien ces mécanismes de défense, on est plus apte à reconnaître aussi ceux du patient, et on change un peu notre pratique. Donc vous en avez ici qui sont édictés, la dérision, la rationalisation, le mensonge, l'esquive, la faute et l'assurance, l'identification, la fuite en avant. Et c'est assez intéressant de voir la manière avec laquelle les acteurs de soins changent leur pratique lorsqu'ils sont en relation sur des thématiques qui sortent de leur cabinet habituellement. Ensuite, le cancer en tant qu'expérience correctrice de vie. Même si on sait que le cancer a des conséquences négatives sur la vie sociale et professionnelle, personne ne va dire le contraire, c'est qu'une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. On a modélisé un programme qui s'appelle Mon Parcours Pro. Et ce programme, avec des DRH, des neuropsychologues du travail, on aide au retour à l'emploi. Donc c'est aussi un service qui est offert, avec du conseil en images, etc. Et un accompagnement personnalisé. Mais c'est vrai que souvent, c'est une opportunité de croissance, de dépassement de soi, le cancer. Ça permet de découvrir des nouvelles compétences, on définit ses priorités, on s'investit plus dans le relationnel. Il y a plein de personnes qui veulent changer leur manière de vivre. Alors pourquoi on considère que l'Institut Raphaël est d'intérêt général? Parce qu'on a envie de croire qu'il a un intérêt sociétal pour une autre approche médicale, qu'il a un intérêt social. Alors on traite tous les patients, quelles que soient leurs conditions, de toute façon on ne connaît pas leurs conditions. Il y a un message politique et organisationnel. Sur le plan technologique, avec la data, une base de données intelligente qui fait de l'analyse et un centre de recherche, on commence à être fiers. Sur le plan démographique aussi, parce qu'il y a un vrai impact sur le territoire, sur l'épanouissement individuel, et il y a une dynamique économique. Donc ce projet a des enjeux forts pour nous, sur les missions d'utilité sociale, et finalement aussi, puisqu'on est dans une faculté de médecine, en plus c'était la mienne, c'est de redéfinir le médecin de demain. Alors, si autrefois, quand on faisait la visite, quelqu'un entendait un souffle, le patron en général, et tout le monde derrière applaudissait, parce qu'il entendait un souffle. Aujourd'hui, j'ai plus de stéthoscope. Et sur mon téléphone, je peux déceler une pathologie valvulaire en faisant une échographie au patient. Donc, on va forcément former les médecins différemment. 60% des métiers de demain n'existent pas encore. Donc il va falloir travailler sur l'éthique, la biologie, les mathématiques. Et regardez 2 métiers par exemple, l'euthanologue, c'est un travailleur social qui assure la gestion des demandes d'euthanasie. L'algomédiqueur, il conçoit des algorithmes pour l'aide à la décision. Donc ça devient intéressant. Et n'oublions pas le vertige temporel de ce que la technologie nous a imposé
on ne va plus raisonner de façon linéaire, mais on va raisonner de façon exponentielle. Quand vous faites 30 pas de façon linéaire, vous faites 30 mètres. Quand vous faites 30 pas de façon exponentielle, vous faites 26 fois le tour de la Terre. Et l'histoire de ce raisonnement exponentiel, c'est le mythe de Brahman Sissa, c'est celui qui a inventé le jeu d'échecs. Donc le roi était très content, il lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Brahman ?» Il lui a dit « Vous allez mettre un grain de riz sur le premier carré, 2 grains de riz sur le deuxième, 4 grains de riz sur le troisième, 8 grains de riz sur le quatrième. » Alors il en avait marre, le roi, il a dit « Bon, d'accord. » Sauf qu'il a ruiné le royaume, parce que sur la 63e case, il y avait 9 milliards de grains de riz. C'était 10 fois la production du royaume. Donc en fait, combien il a fallu de temps pour qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs au transistor 75 ans, à la voiture 25 ans, au réfrigérateur 20 ans, téléphone 16 ans, Facebook 6 ans, WhatsApp 3 ans, moi je me suis arrêté là, Candy Crush 1 an, et Pokémon Go 9 mois, pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Donc notre problématique en médecine, elle n'est pas seulement technique. Vous aviez en 1994 3,7 millions de personnes atteintes d'affections longue durée, on connaît la pathologie du vieillissement. Vous avez en 2018 11 millions d'ALD. On pourra pas faire innovation technologique tout curatif pour tous en maîtrisant le budget, c'est n'importe quoi. Pas possible. Donc il va falloir changer les paradigmes avec une vraie politique de prévention, une nouvelle relation d'abord médecin-patient, médecine environnementale, un urbanisme durable, voilà, avec un environnement qui ne peut pas se réduire au milieu naturel, mais également socio-économico-culturel. Donc on va devoir approcher différemment notre avenir, et pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir uniquement, mais de le rendre possible. Et j'ai envie simplement de terminer en disant que lorsqu'on se réunit avec les soignants paramédicaux qui étaient précarisés, finalement dans leur cabinet, apprendre un peu ce qui passe pour vivre, à être seuls avec des histoires incroyables. Donc ils étaient plutôt sur le bas de la pyramide de Maslow, quoi, survie, sécurité. Ensuite, tellement contents d'appartenir à un groupe. Et finalement, on voit qu'assez vite, en un trimestre, il y a des gens géniaux et qui sont vraiment sur la réalisation de soi et une dynamique qui déjà est en marche au bout de 3 mois. Donc, on est très content de ce projet pilote et je vous remercie de votre attention.